C'est Sauvez-moi, un thriller à suspense Katie Winter du FBI, livre 1, écrit par Molly Black, lu par Audrey. Chapitre 1. L'homme grisonnant se releva tant bien que mal, malgré ses genoux accusant 60 ans, et regarda l'objet étrange qui flottait à la surface du lac gelé. Contractant avec peine les paupières, il plissa les yeux afin de déterminer de quoi il s'agissait. Mais la brise fit glisser l'objet dans une autre direction, alors qu'il essayait tant bien que mal de le distinguer. Était-ce un bracelet ou autre chose? La veille, il avait ramassé un leurre tombé lors d'une de ses précédentes pêches. Cela l'avait encouragé à continuer et à braver le froid un peu plus longtemps. Aujourd'hui, c'était tout l'inverse. Il jouait de malchance et il sentait que ça n'allait pas s'améliorer. Jusqu'à présent, ses efforts se résumaient à l'hématome sur son front à la suite de sa chute. Et le vent se levait. Peut-être devrait-il retourner dans son chalet, pensa-t-il, et réessayer demain. Il reporta son attention sur sa canne à pêche, mais ensuite, en levant les yeux, il le vit à nouveau, cette fois d'un peu plus près. « Qu'est-ce que ça pourrait être ?» se demanda-t-il. Il était si petit qu'il se déplaçait de quelques mètres à chaque fois que le vent soufflait. Marchant prudemment sur la glace, il se rapprocha. Lorsqu'il se pencha pour le ramasser, il vit un élastique à cheveux à paillettes. Un chouchou, comme sa petite fille les appelait. Son cœur se serra lorsqu'il constata que l'élastique était couvert de sang. Il regarda autour de lui, l'air inquiet. Mais d'où pouvait bien provenir cet objet? Alors qu'il examinait à nouveau le lac, il aperçut cette fois une chose étrange camouflée par une congère. Une fissure dans la glace. Non, ce n'était pas une fissure. Cette forme sombre ressemblait à quelque chose de différent. Était-ce un rocher? Il força ses jambes encore hésitantes à s'avancer de plus près. Plus il s'approchait, plus il craignait le pire. Cela ne ressemblait pas à un rocher. Il eut le souffle coupé lorsqu'il comprit de quoi il s'agissait. Piégé dans une couche de glace, en train de se solidifier, c'était un corps, une femme. Gelée dans l'eau, ses cheveux blonds emmêlés couvrant partiellement son visage. Ses yeux étaient grands ouverts. Horrifié, il réalisa que la glace les avait gelés sur place. « Non !» murmura-t-il. Tremblant d'effort et de froid, il se pencha prudemment en avant et toucha le corps, raide et insensible. Il fouilla dans sa poche, attrapa son téléphone pour appeler le 911. Malheureusement, son téléphone glissa de ses mains tremblantes et l'écran se brisa sur la glace. L'homme se tenait là, complètement seul avec elle. Il se sentait aussi impuissant qu'il ne l'avait jamais été. Juste lui et cette femme, seuls. Il tomba à genoux et pleura. Chapitre 2. L'agent spécial du FBI, Katie Winter, se tenait à l'extérieur du chalet, l'arme au poing, et vérifia ses munitions pour la 3e fois. Elle enleva la sécurité, respira profondément, ferma les yeux et se prépara au pire. Il y avait un tueur derrière ses portes, prêt à lui ôter la vie dès qu'elle lui ôterait la sienne. La veille, ce criminel aguerri s'était évadé du fourgon qui l'emmenait au palais de justice de Norfolk en Virginie. Il avait tué un garde et s'était enfui. Maintenant, il était enfermé ici, armé et dangereux. Tout autour d'elle, l'équipe SWAT 1 s'affairait, prête à donner l'assaut. Les nombreux chuchotements témoignaient du niveau croissant de tension et de concentration. Katie savait qu'elle avait du renfort, mais cela ne la rassurait pas. S'appuyer sur les autres était le meilleur moyen de se faire tuer. Elle en avait fait bien trop de fois l'expérience. Dans pareilles circonstances, elle devait prendre les devants. Du haut de son 1,70 m, les cheveux brun foncé tirés en chignon et plus mature que ses 32 ans, Katie était aussi qualifiée que tous les hommes du SWAT. Au cours de ses 10 années au FBI, elle avait abattu plus de criminels qu'elle ne pouvait s'en souvenir. Mais chaque cas était différent et imprévisible. Elle se souvenait du premier dossier sur lequel elle avait travaillé. C'était une affaire de routine, un simple braquage de banque qui avait terriblement mal tourné. Elle était la seule de son équipe à s'en être sortie vivante. Elle ferma les yeux et tenta de chasser les images de son esprit, mais ses pensées devinrent confuses. Elle se sentait nauséeuse et les bruits ambiants se mêlaient aux souvenirs des coups de feu et des cris. Elle respira profondément, repoussa ses souvenirs et se força à rester concentrée. Elle se prépara. 3, 2, 1, go ! Cria-t-elle. Elle ouvrit la porte d'un coup de pied violent. Celle-ci sortit de ses gonds, s'écrasant sur le sol en terre battue. Retenant son souffle, Katie courut à l'intérieur, arme à la main, tout en ouvrant la voie. Tout se passa très rapidement. Le criminel était là. Alors que la lumière froide du matin pénétrait dans le bâtiment poussiéreux et délabré, Katie constata qu'il n'était pas seul. Il y avait quelqu'un avec lui. Il avait pris un otage, une femme,
Katie s'était préparée à rencontrer le tueur et à l'arrêter dans son élan. Mais à présent, elle savait qu'il y avait plus que sa propre sécurité en jeu. Elle ne s'attendait pas à une prise d'otage. L'idée de perdre une autre vie innocente lui nouait l'estomac. « Attendez, restez en arrière !» cria-t-elle à l'équipe. Katie regarda l'homme fixement. Weary, fin de la vingtaine, tête rasée et silhouette athlétique. Il portait une veste en cuir noir et arborait une barbe de 3 jours. Son arme était braquée sur la tempe de la femme. Recroquevillée et confuse, l'otage pleurait de terreur. Ses sanglots semblaient irriter davantage son agresseur. « Lâchez votre arme !» cria Katie. « Maintenant !»« Je ne pense pas, ma chère !» ricana le tueur. Katie vit des taches de sang sur le menton et le cou de Weary, alors que celui-ci souriait. « D'où venait ce sang ?» se demanda-t-elle. Avait-il été blessé pendant la poursuite? Ou était-ce celui de l'otage? Sa vie ne vaut rien de toute façon. Ces mots transpercèrent Katie. La voix de Weary était rauque et caverneuse. À la façon dont il regardait l'otage, Katie savait qu'il allait la tuer. « Lâchez votre arme! Venez la prendre !» Katie l'avait dans sa ligne de mire, prête à tirer. Si elle atteignait la tête, il s'écroulerait avant de pouvoir tirer sur cette femme terrifiée. Tout à coup, une jeune recrue du SWAT fit irruption derrière Katie. Surpris, Weary pointa son arme en direction de ses agresseurs et tira à 3 reprises. Les coups de feu explosèrent de toutes parts. Katie roula au sol et l'agent du SWAT s'écroula. Cela tournait au désastre. La poussière s'échappait du sol crasseux. Aveuglée, Katie étouffait. Elle se mit à genoux tant bien que mal, essuyant les larmes de ses yeux. Elle s'attendait à recevoir une balle à tout moment. Mais alors que la poussière se dissipait, elle vit avec étonnement que le meurtrier était parti. Il avait emmené l'otage avec lui. Elle ne pouvait pas le croire. Il avait disparu. Puis elle vit un trou dans le sol. Une trappe. Les 3 autres membres de l'équipe SWAT se précipitèrent dans le chalet. « Vite, appelez un médecin. Ce type est resté blessé !» cria l'agent principal. « Ça va ?» demanda-t-il à Katie d'une voix pressante. « Je vais bien, mais il a pris l'otage. » Katie pouvait entendre la tension résonner dans sa propre voix. « Cette porte doit conduire à une cave. » L'agent principal alluma une lampe de poche en direction de la trappe, révélant un escalier en bois raide. Il descendit le premier et les autres suivirent. Katie s'apprêtait à descendre également lorsqu'elle réfléchit à nouveau. Elle connaissait ce tueur. Il était rusé et sournois. L'arrière-cour, réalisa-t-elle. La trappe pourrait être un leurre. Il ne se laisserait pas coincer là-dedans. Il trouverait un moyen de s'échapper. Elle devait l'arrêter. Arme au poing, prête à tirer, elle se glissa vers la porte arrière du chalet. Elle savait que Weary ne courait pas partout aveuglément. Pas avec une équipe SWAT à ses trousses. Il choisirait plutôt de reculer pour mieux surprendre et détruire la menace avant de s'échapper. Son intuition était-elle la bonne? Elle entendit du bruit à l'extérieur. Elle ouvrit la porte arrière et se retrouva face au criminel. Il maintenait violemment l'otage par le bras, s'en servant comme bouclier, et pointa son arme en direction de Katie. L'agent ne voulait pas risquer de tirer sur l'otage et se laissa tomber à genoux juste au moment où Weary tira. Le bruit explosa dans ses oreilles. Il s'en fallut de peu. Alors qu'elle se laissait tomber, elle saisit sa chance et tira sur le bras tendu de Weary, le forçant à plier le coude. Il relâcha l'otage en hurlant, puis se retourna pour s'enfuir. « Il l'a libéré, mettez-la en sécurité !» cria Katie à son équipe. Il s'est enfui. Elle ne pouvait pas le laisser s'échapper à nouveau. Elle bondit et se lança à sa poursuite. Elle se précipita dans le jardin mal entretenu, puis dans les herbes épaisses et les ronces de la forêt sauvage. La chasse était lancée. L'idée de le perdre ou que quelqu'un puisse être tué était tout ce qui la motivait. Les premiers rayons du soleil pointaient juste au-dessus des arbres, éclairant le chemin devant elle. Mais Weary avait de l'avance, et il connaissait la région bien mieux qu'elle. Alors qu'elle s'enfonçait et se débattait dans l'épaisse broussaille, elle réalisa qu'il l'avait semée. Weary connaissait la zone par cœur. Il savait comment s'y retrouver, comment se cacher et revenir sur ses pas. Il l'avait déjà fait. C'était son mode opératoire et il pourrait recommencer. Elle s'arrêta, écoutant le moindre bruit, aussi immobile que possible, déplaçant les pierres et la terre du sol. Il n'y avait aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement de feuilles, rien. Le silence était déconcertant. Autour d'elle, la forêt était dense et impénétrable. Un lieu d'ombre sombre, de virages soudains et de dangers cachés. Elle n'entendit pas le tueur derrière elle. Elle n'entendit aucun de ses pas, ni le frottement de ses vêtements. Elle n'entendit pas sa respiration, mais elle entendit un bruit sec et effrayant. Un craquement de branches derrière elle la fit sursauter. Soudain, une voix forte et autoritaire retentit. « Ne te retourne pas, mon arme est pointée sur ta tête, et je tirerai si tu bouges. Lâche ton arme, tout de suite. » Le cœur de Katie s'emballa.
Il l'avait bel et bien piégée en faisant le tour de cette forêt qu'il connaissait si bien. Ses cauchemars remontèrent à la surface. Elle savait qu'elle devait essayer de tirer. Mais elle ne pouvait pas. Si elle levait son arme, elle mourrait. Elle laissa tomber son arme au sol. Elle s'attendait à sentir le coup mortel d'une balle dans le dos à tout moment. Ou peut-être qu'il viserait la tête et qu'elle ne ressentirait rien du tout. Elle sombrerait dans les ténèbres et tout serait fini. « Bouge de là » murmura-t-il. « Recule !» Lentement, elle recula de 3 pas, écrasant les pierres de ses pieds. « Maintenant, tourne-toi » ordonna-t-il. Les mains levées, elle se tourna lentement. Il se tenait dans le chemin à quelques pas de là, souriant. Son expression était totalement diabolique. Il se délectait de son pouvoir. Katie avait effectué des recherches sur ce criminel et elle connaissait son état d'esprit. Il aimait tuer de près et voir la peur dans les yeux de ses victimes avant d'appuyer sur la gâchette. Il fit un autre pas vers elle. Elle n'allait pas le laisser gagner, mais il ne lui restait que quelques instants avant de perdre. Il était à quelques mètres d'elle à présent et elle devait faire quelque chose pour le distraire avant qu'il ne tire. Elle inspira profondément et réfléchit, se forçant à surmonter la peur et à se concentrer. Il y avait une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Katie se mit à crier en donnant un coup de pied dans la terre aussi fort qu'elle le put et projeta du sable et des pierres vers son agresseur. Instinctivement, il recula, tourna la tête pour protéger ses yeux et écarta son arme. Saisissant l'instant, Katie bondit sur Weary et lui fracassa le visage de toutes ses forces avec ses poings. Le tueur chancela en arrière, trébuchant sur une racine d'arbre, du sang coulait de son nez et de sa bouche. « Salope !» gronda-t-il. Lorsqu'il leva son arme, Katie plongea sur le côté. Il tira et la balle siffla devant Katie alors qu'elle se précipitait sur lui. Sa main s'écrasa sur son coude, frappant à l'endroit où elle l'avait touché plus tôt. Il hurla de douleur. L'arme lui échappa des mains et glissa sur le sol pierreux. Katie lui asséna un coup de genou dans l'abdomen, lui coupant le souffle. Il haleta, roula sur le côté, luttant pour respirer. Elle plongea sur lui et lui porta à nouveau un coup de genou violent au même endroit. Il s'effondra de douleur. Katie prit la tête de Weary dans les mains, la tira en arrière et lui brisa le nez d'un coup de genou sec. Finalement, il perdit connaissance. Elle le laissa tomber au sol. La terre caillouteuse mordait ses genoux alors qu'elle le menottait. Elle saisit l'arme du tueur et récupéra la sienne. Puis elle attrapa son téléphone et appela les agents du SWAT. « Je l'ai », dit-elle en signalant sa position. Ce fut une opération dangereuse qui ne s'était pas déroulée comme prévu. Un membre de son équipe avait été blessé par balle et elle ne savait toujours pas si c'était grave. Elle ne savait pas si l'otage était blessé. Ses supérieurs seraient-ils satisfaits de l'opération? Alors que ses inquiétudes lui traversèrent l'esprit, son téléphone sonna. Elle le saisit et vit un texto de son supérieur direct. Andrews, l'agent spécial principal du FBI. « Winter, j'ai besoin de vous voir de toute urgence. Retrouvez-moi au bureau dès que possible. » Chapitre 3. Cet après-midi-là, Katie se précipita, inquiète, dans les locaux du FBI à Chesapeake, en Virginie. Pourquoi Andrews devait-il la voir de toute urgence? Elle repassa la scène dans sa tête encore et encore, espérant avoir envisagé toutes les possibilités. Avec un diplôme en psychologie criminelle et une expérience à traquer les tueurs en série, on attendait d'elle qu'elle garde son sang-froid et une longueur d'avance. En avait-elle assez fait? Arrivée au 3e étage du grand bâtiment recouvert de verre et de béton, elle se précipita hors de l'ascenseur et vit Andrews, son supérieur, qui attendait. L'homme maigre aux cheveux et aux tempes grisonnants semblait satisfait. « Katie, bon travail ce matin. » Elle sentit le soulagement l'envahir. « Merci, » dit-elle, sans lui montrer à quel point elle était inquiète. « J'ai déjà rencontré le procureur. Il compte demander la peine la plus sévère. Pas de caution, bien sûr. Puisqu'il s'est déjà évadé de prison, ils ne veulent en prendre aucun risque. Et Weary ira directement dans une cellule de haute sécurité. »« Est-ce qu'il coopère avec la police ?» demanda-t-elle. « Pas encore. »« Qu'en est-il de l'otage et de l'agent du SWAT blessé ?» demanda Katie. « Elle est déjà de retour auprès de sa famille, et elle sera suivie. Elle a une légère écorchure à la tête et une entorse à la cheville. Le membre de l'équipe SWAT sortira des soins intensifs demain et devrait pouvoir quitter l'hôpital d'ici quelques jours. » Katie était soulagée, elle n'avait pas laissé tomber les personnes dont elle était responsable et le jeune agent s'en sortirait. Mais elle savait que ce n'était pas la raison pour laquelle Andrews l'avait convoquée. Elle attendait la suite. Il la regarda avec insistance. « Katie, j'ai besoin que vous assistiez à une réunion urgente sur le champ. Le FBI est chargé d'une enquête internationale assez étrange, » déclara Andrews. « De quoi s'agit-il » Le corps d'une Canadienne a été retrouvé hier sur les rives du lac Ontario,
près du parc fédéral de Four Mile Creek. Elle a été assassinée. Les circonstances sont très préoccupantes car il semble s'agir d'un tueur en série. Nous sommes sur le point d'avoir un briefing à ce sujet. Suivez-moi. Un tueur en série ? Katie sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle le suivait dans la salle de réunion. 2 hommes assis à la grande table lisse et brillante se levèrent lorsqu'elle entra. Andrews fit les présentations. Voici l'agent spécial Katie Winter. C'est l'un de nos meilleurs agents qui s'est occupé de l'opération de ce matin. Agent Winter, voici l'inspecteur Clark et l'inspecteur Scott qui sont arrivés ce matin de Toronto. Après quelques poignées de main, tout le monde s'assit sauf l'inspecteur Clark qui se tenait en bout de table. Je vais commencer par un bref aperçu, déclara Clark. L'homme qui a découvert le corps hier pêchait sur le lac Ontario. Il observait l'étendue de glace lorsqu'il a découvert un élastique à cheveux couvert de sang. En regardant plus loin, il a trouvé le corps d'une femme figée dans la glace. Il a appelé la police locale qui nous a informés hier soir. La victime est citoyenne et résidente canadienne, donc son corps a dû être jeté du côté canadien et s'est échoué du côté américain. Katie observa la gravité sur tous les visages qui se trouvaient autour de la table. Aussi fascinant que soient les détails, c'était le lieu qui la faisait frissonner. Le corps avait été retrouvé dans la péninsule Nord, là où elle avait grandi. Le seul endroit au monde où elle avait décidé de ne jamais retourner. Elle redoutait déjà ce qui allait suivre. C'est la 2e victime retrouvée dans le lac en autant de semaines. Les 2 sont des femmes et toutes 2 ont été tuées de la même manière, expliqua Clark. L'affaire revêt désormais un caractère urgent. Comment est-elle morte ? Demanda Katie. Une combinaison d'hypothermie et d'hémorragie. Toutes 2 ont été poignardées à plusieurs reprises au cou et à la poitrine avec une lame tranchante. Le plus perturbant est qu'une pièce d'échec en bois se trouvait dans la bouche des 2 victimes. Un cavalier, pour celle-ci. Le légiste a trouvé un pion en bois logé dans la gorge de la première victime. « Qu'en pensez-vous » demanda Scott à Katie. « C'est une signature, dit-elle. C'est typique d'un tueur en série et il y a des raisons complexes à cela. Parfois, laisser une signature leur donne un sentiment de pouvoir. Parfois, c'est une démonstration de fierté de leur mise à mort. » Scott hocha la tête. « Pourquoi des pièces d'échecs ? Y a-t-il une signification ?» Elle acquiesça. « Certainement pour le tueur. Il est peut-être lui-même un joueur d'échecs, ou c'est peut-être plus personnel, un élément connu de lui seul. » Scott continua, intrigué par ce que Katie venait de révéler. « Nous ne trouvons aucun autre lien entre les 2 victimes. Elles vivaient dans des villes différentes et avaient des vies complètement différentes. Par conséquent, bien que nous soupçonnions un tueur en série, nous n'avons jusqu'à présent aucune preuve ou piste permettant d'établir son identité. » Katie hocha la tête. Elle savait que c'était le type de crime le plus difficile et le plus dangereux à résoudre, précisément parce que les criminels eux-mêmes étaient violents, imprévisibles et généralement très intelligents. Surtout les tueurs en série organisés qui planifièrent leurs crimes. Les tueurs en série désorganisés étaient davantage susceptibles de tuer au hasard. Les signatures s'est laissées sur les victimes et le manque de preuves jusqu'à présent laissait supposer qu'il s'agissait d'un tueur en série organisé. « Et la première victime, est-elle canadienne ?» demanda Katie. « Les 2 victimes sont canadiennes. La première victime vivait à Toronto. Elle a été retrouvée du côté canadien du lac, à l'est de Toronto. La dernière victime vivait à Hamilton et a été retrouvée sur le territoire américain. Y a-t-il d'autres similitudes entre les cas ? Jusqu'à présent, nous n'en avons trouvé aucune, déclara Scott. Il doit certainement y avoir un lien quelque part ? Katie considéra les traits psychologiques possibles d'un tueur en série. Se plonger dans un processus de pensée tordu était à la fois fascinant et repoussant. Ont-elles le même âge, le même physique ? Avez-vous trouvé une famille ou des amis en commun ? Avaient-elles un emploi ? Elles sont toutes les 2 blondes aux yeux bleus, jeunes. À part cela, je ne vois rien d'autre en commun. Donc, c'est peut-être le type qu'il a choisi, pensa Katie à sa haute voix. Bien sûr, leur physique pourrait être une simple coïncidence et elles pourraient avoir été choisies au hasard. Étant donné qu'elles viennent de régions différentes, ils pourraient très bien choisir un endroit et l'utiliser comme terrain de chasse. C'est possible, acquiesça Clark. Nous n'en savons pas assez sur les circonstances ou sur le meurtrier. Mais nous devons nous mettre au boulot et de toute urgence. Nous allons avoir besoin d'une coopération transfrontalière et d'une équipe internationale pour résoudre ce crime. Nous aimerions que vous fassiez partie de l'équipe spéciale Winter, lui dit Andrews. Elle le regarda, surprise. Pourquoi moi ? Nous avons besoin d'un agent qui connaît très bien la région et sa géographie, qui comprend la météo et qui peut se débrouiller en pleine nature. Il y a un énorme front froid là-bas actuellement. De plus, nous avons besoin de quelqu'un avec l'expérience et les qualifications pour travailler sur une affaire de tueur en série. Il n'y a pas beaucoup d'agents de votre niveau ou aussi respectés que vous.
Votre réputation est irréprochable. Nous avons approché Andrews sur la base de votre expérience. Et lorsque nous avons appris que vous étiez originaire de la péninsule Nord, nous vous avons placé en tête de notre liste, expliqua Clark. Nous avons 3 autres agents sur les rangs. L'un d'eux a grandi à Rochester, mais il manque d'expérience avec les tueurs en série, et les autres n'ont pas vécu dans cette région. L'un a été déployé à Buffalo pendant 1 an, mais ce laps de temps est insuffisant pour acquérir les connaissances locales approfondies dont nous avons besoin, ajouta Scott. J'ai grandi près de Wilson, déclara Katie. Elle se souvenait très bien de sa maison d'enfance, un chalet en rondin qui bordait le lac Ontario. Son père dirigeait une petite entreprise de location de bateaux de pêche et de plaisance. Il devait souvent sortir et aider des clients égarés ou bloqués, et par conséquent, il connaissait très bien le lac. Katie l'avait accompagné à plusieurs reprises lors de ses interventions. La géographie et les détails du lac étaient gravés dans sa mémoire. Elle se souvenait très bien des mois de gel et du froid mordant, l'agitation qu'elle ressentait lorsque l'hiver refusait de lâcher prise. Elle souhaitait vivre dans un endroit plus chaud bien avant que la catastrophe ne se produise. « Où l'équipe sera-t-elle basée ?» demanda-t-elle. Pour l'instant, elle était basée à Toronto, car les victimes sont canadiennes. Nous avons déjà la police locale sur le coup, répondit Clark. Si vous nous rejoignez, vous travaillerez aux côtés d'inspecteurs chevronnés. Je dirigerai l'équipe et assurerai la coordination avec les autorités frontalières. Nous attendons toujours une autre personne, probablement de la GRC. Nous nous chargerons également de votre passeport afin que vous soyez libre de traverser la frontière comme bon vous semble. À tous les égards, c'était une opportunité que Katie devait saisir. Cependant, il y avait 2 gros obstacles. Tout d'abord, elle était déjà impliquée dans une affaire complexe et dangereuse. Elle avait une responsabilité envers son équipe. Ensuite, cette affaire de tueur en série la ramènerait sur sa terre natale. Katie hésita. « Vous connaissez mon dossier actuel, Andrews. M'accorderiez-vous le temps de la réflexion ?» Clark cligna des yeux de surprise, comme s'il s'était attendu à ce qu'elle accepte immédiatement. Scott fronça les sourcils, comme s'il désapprouvait, lui aussi, sa réponse. Katie s'en fichait. Elle devait faire ce qu'elle estimait être juste et réfléchir avant de prendre sa décision. « La première réunion de l'équipe spéciale était prévue demain matin, » déclara Andrews. « Il est déjà 17 heures. Nous avons donc besoin de votre décision dans 1 heure. » Katie hocha la tête. « Merci pour toutes ces informations. Je vous ferai part de ma décision dans 1 heure. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, messieurs, je dois signer les documents concernant l'arrestation de ce matin. » Elle se leva, mais à son grand étonnement, Andrews l'accompagna jusqu'à la porte de la salle de réunion. Dehors, il lui dit d'une voix calme. « Je sais que cela peut sembler étrange, mais je sens que rejoindre cette équipe serait une bonne chose pour vous. »« De quelle manière ?» demanda Katie, surprise que son supérieur lui parle de manière plus personnelle. « Je suis au courant de la tragédie familiale que vous avez vécue quand vous étiez plus jeune. J'ai le sentiment que vous avez des démons à affronter et que cette affaire vous donnerait une chance de tourner la page, déclara-t-il de manière catégorique. Ces mots la perturbèrent. Katie ne s'attendait pas à une analyse aussi précise de la part de son supérieur, d'ordinaire impassible et pragmatique. Il avait entièrement raison, mais elle ne se sentait pas prête à affronter ses démons. Chapitre 4. Il était presque 18 heures. Il faisait déjà nuit et froid lorsque Katie arriva chez elle. L'appartement du centre-ville de Chesapeake, où elle vivait depuis 3 ans, n'avait pas beaucoup changé depuis sa première visite, à quelques meubles près. Elle n'avait ajouté aucune touche personnelle et n'avait pas pris le temps de rendre l'endroit chaleureux. Elle avait choisi cet appartement car c'était l'emplacement idéal pour ses activités et le prix était abordable. Elle savait qu'elle pourrait déménager à tout moment. En tant qu'agent du FBI, elle avait appris à ne pas s'attacher à un lieu car les agents étaient fréquemment déplacés. Elle avait peu de biens en dehors de ses affaires de travail et de ses vêtements, mais même ceux-ci étaient limités. Elle n'avait pas besoin de grand-chose. Minimaliste à tous les niveaux, Katie savait qu'il s'agissait d'un mécanisme d'adaptation qu'elle avait mis en place après la tragédie qui avait à jamais changé sa vie. Elle ne pouvait pas se permettre d'être sentimentale ou émotive et préférait se tenir à l'écart du monde. La grande cuisine ouverte comportait des plans de travail en granit et des appareils en acier inoxydable. La chambre principale était meublée simplement. Une porte menait à la 2e chambre, mais Katie y allait rarement. Sa chambre possédait un balcon avec vue sur la baie, si elle se tenait sur la pointe des pieds et regardait au-delà de l'immeuble voisin. Le mobilier de l'appartement était moderne et fonctionnel. Rien d'autre n'était nécessaire. C'était simplement un endroit pour dormir et parfois manger. Le travail était prioritaire dans sa vie. En réalité, pour Katie, le travail était sa seule passion. Elle accrocha son manteau au crochet de la porte d'entrée
et enleva ses chaussures, les plaça sur l'étagère au sol et glissa ses pieds dans une paire de vieilles baskets confortables. Arrivée dans la cuisine, elle ouvrit le frigo et se servit un verre de vin. Perchée sur le tabouret du comptoir, elle sirota entre deux soupirs. Il était temps d'affronter la décision qui pesait sur elle, car l'heure accordée touchait à sa fin. Devrait-elle accepter l'offre, rejoindre l'unité spéciale et se mettre à la recherche du tueur dans la péninsule Nord ? Cela signifierait quitter son équipe actuelle et l'affaire dont elle était chargée. Elle reverrait les rives du lac où elle avait grandi, l'endroit qu'elle n'avait plus jamais considéré comme sa maison après la tragédie vécue par Josie, sa sœur jumelle. La disparition de sa jumelle avait laissé une plaie béante à l'âme de Katie, et elle savait que des interrogations la hanteraient à jamais. Elle avait travaillé si dur pour effacer la douleur, la culpabilité et la colère, mais elle n'avait jamais pu retourner dans sa ville natale, là où elle aurait pu trouver les réponses. Katie avait donc décidé que son meilleur mécanisme d'adaptation était simplement de se plonger dans le travail et de ne plus songer au passé. Elle n'avait parlé de sa sœur à personne, à part à un psychologue il y a quelques années. Katie espérait que des séances d'accompagnement l'aideraient à effacer la douleur qu'elle ressentait, mais elle n'eut que peu de résultats. Peut-être était-ce parce qu'elle n'avait pas tout révélé au psychologue. Elle craignait profondément que Josie ne soit pas morte dans l'accident de rafting, mais que quelque chose de pire lui soit arrivé. Sa jumelle avait disparu. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Katie n'avait jamais cessé de se sentir profondément coupable de la douleur et du chagrin qu'elle avait causé. Elle était responsable du sort de Josie. C'est elle qui avait imprudemment suggéré de sortir malgré l'eau tumultueuse. Katie était parvenue à convaincre Josie. Elle l'avait pratiquement forcée même. Le gilet de sauvetage de sa jumelle avait été découvert le lendemain, accroché à une branche, mais on n'avait jamais retrouvé son corps. Elle savait que retourner au lac raviverait les souvenirs et qu'elle ne pourrait s'empêcher d'explorer ses pires peurs. Seule. Encore maintenant, elle ne savait pas si elle était prête. Tentant désespérément de prendre la bonne décision, Katie se rappela que 2 femmes étaient récemment décédées. Allait-elle laisser d'autres familles éprouver de la douleur et du chagrin sans pouvoir faire leur deuil ? Soudain, son téléphone retentit. C'était Andrews. Le moment tant redouté était arrivé, et Katie savait qu'elle ne pouvait plus retarder l'échéance. Elle prit l'appel, pensant une fois de plus à ce qui l'attendait. Andrews semblait stressé et fatigué, comme s'il avait eu une longue journée. « Agent Winter, » dit-il, « avez-vous pris votre décision ?» Katie respira profondément. Sur le moment, elle pensa à son équipe actuelle. « Je ne veux pas abandonner l'affaire dont je suis chargée en ce moment. La réponse est non, dit-elle à regret. » Il y eut un bref silence. Elle entendit un long soupir, puis Andrews se racla la gorge de manière délibérée. Apparemment, son supérieur, qui était un homme déterminé, dévoué et parfois têtu, ne prenait pas son refus immédiat pour une réponse. « Pas même si je vous demandais de faire abstraction de vos sentiments personnels ?» demanda Andrews. « Après tout, vous êtes une professionnelle. » Ces mots faisaient en mal, mais Katie fit de son mieux pour répondre calmement. « Ce ne serait pas correct de ma part si je laissais tomber mon équipe », déclara Katie. « De plus, je ne veux pas que mes sentiments personnels et mes antécédents compromettent le travail de l'équipe. Pas après la disparition de ma jumelle et les circonstances qui l'entourent. Je sais ce que vous avez dû traverser. » À présent, Andrews semblait étonnamment bienveillant. Katie ne savait que répondre, puis il y eut un bref silence avant qu'Andrews ne poursuive. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.